on pense que l'acquisition, c'est je dois closer la personne. Oui, le but final, c'est de closer la personne, mais le but initial, c'est réellement créer le lien. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre les bons sales, eux qui prennent le temps de faire les devoirs, de connaître réellement la personne avant même quasiment de lui parler, d'interagir quelquefois avec eux via LinkedIn, qui est un super outil aujourd'hui pour créer du lien, et les gens qui sont simplement concentrés sur la personne, il faut que je la close. Bienvenue dans les interviews Growth. Je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je vais dénicher et interviewer pour vous des professionnels de l'univers du digital et du growth. Je vais leur poser des questions sur leur vision, leur savoir-faire et les techniques qu'ils utilisent au quotidien pour leur croissance. Ok, alors enchanté finalement de faire ta connaissance. Merci pour l'invitation. Alors, avant de démarrer, je vais juste essayer que tu m'éclaires sur Copernic et Creative Valley pour que je comprenne un petit peu où tu en es. Ouais. Et ensuite, les différentes questions, elles sont vraiment basées sur ta vision, la vision de Tarak. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton point de vue. Ok. Et voilà, encore une fois, moi, j'interviewe plusieurs growth. Moi j'interviewe même des copywriters pour leur parler de leur growth à eux, comment ils vont chercher leurs clients. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est votre vision. C'est pas savoir qui est le plus fort, qui est la meilleure Non, non, vérité. ça c'est très bien. Par contre, si je peux juste te donner une plus big picture, je pense que c'est le mieux. Si je me limite seulement à Copernic et à Creative Valley, ça va être assez limité. Donc, Ok. je vais donner quelques mots sur moi, ce que j'ai fait, et que tu comprennes pourquoi moi, je pense que le growth aujourd'hui, ça me plaît. Pas parce que je suis growth hacker, parce que je ne suis pas. Il faut vraiment faire la différence entre les mecs qui sont du growth hacker et qui sont dev à la base, un petit peu comme l'équipe de Jérémy Goyot, qui sont dev à la base et qui veulent mettre le dev au service du growth, et les gens qui se disent juste growth hacker parce qu'ils prennent du Zapier, etc. Pour moi, c'est pas des grands hackers. Mais voilà. Ok. Alors, en très peu de mots, moi français tunisien, j'ai vécu toute ma vie en France. J'ai travaillé au tout début de ma carrière, j'avais 20 ans, 21 ans, auprès des grands comptes. J'ai travaillé aussi bien à Dubaï en finance qu'en Miami en supply chain, Deloitte également, et surtout sur des fonctions transverses de l'entreprise. Et j'ai fini responsable stratégie produit chez Continental sur 3 zones qui étaient US, Europe et Asie. Puis j'ai quitté Continental, j'ai créé 2 boîtes. Donc là, c'était une super expérience. Et là, c'était là aussi où j'ai repris toute ma casquette de growth. Et c'était plutôt head of growth / head of sales. Et puis après, moi, j'ai décidé de quitter puisque au bout de 2 ans et demi, il y a une entreprise qui est venue me chercher qui s'appelait Carlili. C'était une entreprise dans la location de voitures. Ils venaient de créer un nouveau produit, Carlili Max, donc c'était la location de voitures au moins en mensuel, et ils voulaient intéresser les investisseurs. Donc la mission principale, c'était vraiment créer de l'attraction et créer le produit market fit pour ce produit-là, pour ensuite lever 2 millions d'euros. Donc super intéressant. Par contre, premier confinement, ça a été très compliqué en termes de lien social avec l'équipe, et je me suis retrouvé petit à petit à bien marcher en termes business, mais moins en termes de lien social, puisque c'était plus compliqué d'aller au bureau, et la boîte n'était pas remote first, donc ça c'était assez compliqué. Donc au bout d'un moment, on a décidé de mettre fin à notre relation. Là-dessus, je suis parti aider un ancien client de ma boîte qui venait de créer un SaaS pour aider les organismes de formation à se développer, qui s'appelait EduSign. Donc là, j'ai travaillé avec les équipes sales, les équipes produits, pour systémiser les process, et également aider l'équipe sales à utiliser les systèmes vidéo pour, au lieu de faire des démos, tout simplement créer plus de relations avec les leads. Et là-dessus, on est passé également à 700 clients, je pense, à la fin. Et là, c'était plus une mission en termes de freelance. C'était essentiellement pour les aider à se développer. Donc, c'est une super boîte encore aujourd'hui.
Et puis également, je suis devenu Head of Growth chez Copernic, où ils avaient besoin d'un Head of Growth slash Sales pour les aider à se développer. Et donc, ça a été une super expérience et la première agence HubSpot en France. Voilà. Et aujourd'hui, je viens de quitter et je recommence mes fonctions de growth marketer dans moins d'un mois, dans une autre entreprise. Ok. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, tu as fait beaucoup de choses. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué. Tu m'as dit, pour moi, les gros hackers, ce n'est pas ceux qui font du Zapier, c'est ceux qui savent vraiment coder. Alors, je vais te poser la question suivante. Quelle est, selon toi, la différence entre ce qu'on appelle un gros hacker et un gros marketer? Et toi, tu te positionnes comme quoi? Alors moi, je me positionne comme growth marketer parce que justement, je sais utiliser Zapier, je sais utiliser toutes les solutions entre guillemets de no code. Bien sûr, voilà, je peux me former tous les jours sur ces outils. Et moi, pour moi, le growth hacker, après, ça dépend des définitions, mais je l'utilise plus trop. Je fais soit growth marketer, soit réellement growth engineer. Et donc, growth hacker, je pense que c'est surtout parce que ce mot-là a beaucoup été utilisé. Comme en 2018-2019, on a beaucoup utilisé le terme startup sans réellement mettre quelque chose de très cohérent derrière. Et aujourd'hui, je ne saurais pas comment réellement définir le growth hacker. Parce que pour moi, le growth, c'est soit tu es un growth marketer où tu utilises, toute la partie marketing, le content, la communauté, etc., pour vraiment créer l'attraction et croître. Et puis, tu es avancé, tu travailles beaucoup surtout avec des data analysts et des growth engineers. Et des growth engineers, c'est des devs qui sont passionnés par leur métier, mais qui ne veulent pas forcément faire que coder des applications, que coder des sites Internet, mais ils veulent utiliser leurs compétences techniques au service de la croissance. Donc aujourd'hui, growth hacker, je me sens pas forcément très à l'aise avec le terme parce que ça a été pour moi un terme qui a été trop utilisé à toutes les sauces et qui aujourd'hui, justement, c'est aussi là, à mon avis, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de discuter avec toi, c'est à mon avis, c'est là où tu peux faire beaucoup d'acculturation en disant, ben voilà, qu'est-ce qu'un growth hacker, à quoi ça sert, comment il travaille, quelle est la différence entre le growth marketer et le growth engineer. Voilà. Ok, c'est super intéressant. Je pense aussi que le terme growth hacker, il est sujet à beaucoup de discussions. C'est pour ça que moi, ma marque, c'est le growth, tout simplement. J'ai supprimé le mot hacker. Je pense que moi, ce qui m'intéresse, c'est le point commun entre le growth hacker, le growth marketer, le growth engineer. Ça reste la croissance. Et moi, ma vision, c'est de me dire que tout le monde a le droit à sa croissance et que effectivement, il y a des petites boîtes, il y a des freelances qui ont été peut-être un peu maladroits en essayant de mettre en place des outils ou des solutions utilisées par les grosses. Ils l'ont fait à leur manière et n'ont pas les moyens ou les connaissances techniques qu'ont les growth engineers dont tu parles, qui ne sont pas capables d'analyser des grandes quantités de data parce que tout simplement, elles n'ont pas des grandes quantités de data. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des petites boîtes qui ont 2000 leads. Elles sont quand même capables de faire un peu de Bien sûr. growth marketing en utilisant notamment le framework R, en segmentant l'acquisition, en segmentant l'activation, en faisant du referral intelligemment. Et voilà, moi, j'essaie un petit peu de démocratiser ça et de faire en sorte que même une petite boîte ou même un freelance puisse utiliser les bases du growth marketing. Après, il y a une chose aussi que je vois, puisque ma passion d'aider les entrepreneurs à développer leur boîte n'a pas changé. Donc là, aujourd'hui, je suis mentor dans différents accélérateurs. C'est essentiellement des accélérateurs où les entrepreneurs développent des boîtes, viennent de développer des boîtes. Donc, leur premier focus, c'est vraiment de déterminer l'audience. Et justement, on en discute beaucoup, aussi bien aux US qu'en France. Quel est le bon moment pour utiliser le growth. La croissance réelle de l'entreprise, c'est dans tout. C'est dès que tu crées ta boîte, tu dois penser croissance.
Par contre, on a tendance à penser que tout ce qui est growth hacking, etc., se limite en fait à une série d'automatisation. Alors, ce qui est vrai, mais à mon avis, je le placerai beaucoup plus sur du marketing. Parce que, enfin, il y a des entrepreneurs qui viennent me voir en me disant comment j'automatise, et quand je leur pose la question, ok, tu automatises, mais quelle est ton audience? Est-ce que tu as atteint ton produit market fit? Quel est ton MVP? C'est quoi tes data en termes de traction? Avant d'automatiser, il faut déjà systémiser ton process. Et je pense qu'on a beaucoup tendance à penser à directement, je crée ma boîte, je vais faire du gros, je vais automatiser une série de choses. Et pour moi, c'est pas la bonne démarche. Pour moi, c'est vraiment faire des choses. Après, je vais essayer de pas forcément utiliser les termes anglais, mais do things that don't scale. C'est vraiment au tout départ, c'est quoi, connais ton audience, fais beaucoup de tests, a beaucoup d'hypothèses. Et justement, la croissance, le terme growth, ça peut nous aider à structurer ce terme d'hypothèse. Là, il y a des learning cards, il y a des séries d'expérimentations que tu peux mettre en place. Donc, ça dépend vraiment de l'audience et des personnes qui veulent utiliser le growth et à quel moment ils veulent l'utiliser. Euh, voilà. Oui, je suis vraiment d'accord avec toi sur la partie automation. C'est vrai que beaucoup de personnes se sont dit growth égale automation parce que pour eux, c'est le meilleur moyen d'aller plus vite. Et une phrase que je répète tous les jours, c'est on n'automatise pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a des personnes qui pensent que l'automation va les aider à avoir des meilleurs résultats. Et pour moi, l'automation sert à une seule chose, c'est aller plus vite. Mais aller plus vite sur quelque chose qui ne marche pas, ben on va juste échouer plus vite. C'est ça. Euh, Donc, en fait, ça dépend beaucoup de la définition du growth. Moi, quand je parle en office-horaire avec des entrepreneurs en termes de growth, vu leur stade de développement, enfin, le stade de développement de leur entreprise, j'utilise essentiellement le growth pour systémiser des process. Parce que c'est pour moi la chose la plus importante quand on crée une boîte, c'est vraiment quel est mon process, comment je le systémise. Par exemple, là, j'utilise beaucoup Miro. Enfin, pour moi, c'est un très bel outil pour mettre à plat tes process, tester ton process en fonction des objectifs que tu veux atteindre et itérer au fur et à mesure en fonction des objectifs, en fonction du ROI que tu récupères. Donc, pour moi, le gros, c'est pas justement l'automatisation, c'est soit structuré, c'est même si t'as pas de process, même si t'as pas de data, pose-toi les bonnes questions. C'est mon audience, comment je vais la tester? Qu'est-ce que je vais faire? Et est-ce que je vais faire du call pour aller chercher mon audience? Et également avec mes data, ben, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et donc pour moi, le growth, c'est vraiment MVP, PMF et PMF scale. Pour moi, le vrai growth, il se situe vraiment en termes de PMF scale, donc en termes d'expansion. Ok, donc je vais traduire un MVP, donc Minimal Viable Product, donc le produit minimum pour présenter sa proposition de valeur. Tu es d'accord avec cette Oui, définition? oui, Et PMF, Product Market Fit, donc la rencontre entre ton produit et ton audience, donc la rencontre entre l'offre et la demande. Qu'est-ce qui fait qu'il se passe quelque chose quand tu parles de ton produit? Est-ce que tu es d'accord avec cette oui. définition? Après, on peut peut-être aller plus loin. C'est produit market fit, tu as raison, c'est l'attraction, l'assemblage entre ton produit, donc surtout ta proposition de valeur et ton audience. Mais surtout, on le voit en termes, par exemple, quand tu vas voir les sales et tu vois que ben, ils arrivent à closer de plus en plus facilement des deals, de plus en plus rapidement sur la même audience. Donc là, déjà, en fait, en termes de produit market fit, ils sont en termes quasiment de systémiser ou de scaler les approches, puisqu'avec avec la même proposition de valeur adaptée à la même audience, ils arrivent à closer de plus en plus rapidement. Donc là, ça veut dire qu'en vraiment, ils ont ce qu'on appelle en anglais nail a niche. Donc ils ont vu une niche, ils ont vu un besoin sur le marché, ils sont allés le tester au début, ils ont mis beaucoup d'hypothèses. Là, aujourd'hui, ils arrivent à voir qu'en fonction de différentes audiences, il y en a une qui marche particulièrement. Ils vont capitaliser sur celle-là et ils vont augmenter leurs revenus sur
ces audiences-là. Puisqu'il y a beaucoup de choses également où peut-être on a tendance à l'oublier, mais le but d'une boîte, c'est vraiment créer du revenu. Et donc pour moi, c'est plutôt du revenu, de l'optimisation de revenus, et le growth est là pour nous aider justement à capitaliser sur ce qui fonctionne grâce à une série d'expérimentations et à générer de plus en plus rapidement du cash pour développer son entreprise à l'international, pour également recruter son équipe et peut-être également développer de nouvelles offres de services. Donc en fait, pour moi, le growth, je le place au cœur même déjà du client, du lead. En fonction du client et du lead, je crée tous mes process et le growth, pour moi, je le mets au service du revenu. Et c'est d'ailleurs pour Ok. ça également qu'on parle de North Star Metric. Oui, ok. Ok. Et du coup, pour moi, ça te parle le framework art? Bien sûr. Pour moi, justement, la différence entre le marketing traditionnel et le growth marketing, c'est que dans le growth marketing, les actions sont mesurables. Alors que pour moi, dans ma vision du marketing traditionnel, comme on l'a appris depuis toujours, Coca-Cola, quand ils font une opération marketing, on n'est pas forcément capable de savoir exactement ce que ça leur a apporté. Alors que si tu mets en place le framework art, tu vas être capable normalement de voir les améliorations dans chaque canal du framework art, l'activation, la rétention. Tu vas voir l'impact qu'a eu tes opérations growth jusqu'au revenu directement. Et Oui. c'est pour moi une des différences fondamentales du growth marketing et du marketing, c'est que du coup, tu peux mesurer l'impact, et comme tu le dis, sur le revenu, mais pas forcément. Moi, je pense qu'on peut créer une opération growth dans une grosse boîte pour aller augmenter, par exemple, uniquement l'activation. Oui, ça dépend de l'unité économique. Ça dépend en fait de la métrique que tu veux mesurer. Et d'ailleurs, quand tu fais des expérimentations, tu vas pas faire une expérimentation sur tout le funnel, mais tu vas essayer de dire, OK, je veux améliorer mon activation. Mon activation, par exemple, sur mon site Internet, c'est de X. Je veux passer de X à Y. Quels sont l'ensemble des mécanismes que je peux mettre en place juste pour faire bouger cette unité. Par contre, il faut faire. Enfin, après, il y a différentes définitions du funnel art. Il y a des gens qui l'utilisent en mode pyramidal. Il y a des gens qui l'utilisent en mode euh, cycle. J'aime bien l'utiliser en mode cycle, comme quoi le referral a directement également un impact sur l'acquisition. Donc ça, c'est pour moi le premier en termes de funnel art. Donc c'est quel est mon objectif. En fonction de mon objectif, si je ne vais pas me concentrer sur tout, je vais me concentrer sur une chose qui est importante pour l'entreprise, pour le développement de la boîte. Par exemple, si c'est l'activation, je vais me concentrer que sur ça et je vais faire beaucoup de tests pour faire bouger les variables. Ça, ensuite, c'est le terme de cycle. Et ensuite, surtout, et c'est ce que j'ai beaucoup appris avec Copernic, d'ailleurs, je le remercie pour ça, je pensais que le growth, c'était pour tout le monde les mêmes méthodes adaptées à tous. Et je me suis cassé les dents puisque pour moi, c'était la première fois que je travaillais dans une agence et j'ai compris directement que là où ça me passionnait beaucoup plus, c'était travailler un univers SaaS, travailler avec de la tech, travailler avec le produit. Et là, je pense que vraiment le modèle art, il est beaucoup plus adapté que sur un modèle agence où il y a moins de tech. Le produit, c'est l'humain en lui-même. Et moi, j'étais beaucoup moins à l'aise dans un modèle agence que je l'aurais été dans un modèle SaaS. Et Donc, ça dépend du growth, ça dépend dans quel environnement, dans quel contexte tu l'adaptes. donc, toi, tu as trouvé que en mode d'agence, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus difficile d'appliquer le framework art, du coup. Pour moi, oui. Parce que j'avais une série de pensées qui étaient beaucoup plus adaptées sur des produits techniques. Par exemple, quand tu me parles d'activation, tu vas utiliser du Google Analytics. Et moi, j'ai voulu me challenger en passant de mode quasiment SaaS à un mode agence.
pour moi, c'était plus compliqué d'adapter tout ce que je connaissais en growth dans ce mode agence-là, plutôt que sur un produit. C'est d'ailleurs pour ça qu'à partir de maintenant, je switcherai, je passerai beaucoup plus sur du SaaS en growth. Alors, je veux bien qu'on passe un peu de temps sur ça parce que ça m'intéresse énormément. J'aimerais beaucoup qu'on analyse les problèmes que tu as rencontrés, les difficultés que tu as rencontrées pour appliquer le framework A en mode agence et Copernic. Si j'ai bien compris, Copernic, vous accompagnez les boîtes pour implémenter HubSpot. Oui, alors c'est trois use cases. C'est tu veux passer de ton Excel et tu veux structurer l'ensemble de tes activités, donc tu vas utiliser HubSpot, donc c'est l'adoption d'un premier CRM. Ensuite, c'est j'utilise HubSpot, mais je ne l'utilise pas à 100%. Par exemple, j'utilise HubSpot marketing et je veux que mon équipe sales soit également sur HubSpot, donc je vais prendre HubSpot Sales, HubSpot Marketing, et je vais optimiser pour que ma boîte ait vraiment un seul outil en interne, une solution all-in-one. Et également, la troisième partie, et c'est pour ça que j'aime beaucoup HubSpot également, c'est vraiment l'écosystème d'HubSpot. C'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a plus de 200 partenaires. Donc, c'est le all-on-one, c'est-à-dire que c'est vraiment en mode plateforme. J'ai optimisé l'espace marketing, l'espace CSM et l'espace sales, mais j'ai également envie que HubSpot s'intègre bien avec l'ensemble de mes solutions, telles que Drop Contact, Lemlist, etc. Mais techniquement, comment je vais le faire? Alors, tu vois, moi, ma vision là, comment implémenter le framework R dans ce que tu viens de me décrire, je le vois de la manière suivante. Donc, l'acquisition, c'est d'où viennent les premiers contacts. Alors, je pense pas faire l'amalgame entre la découverte de HubSpot et la découverte de Copernic, parce que du coup, je pense que des utilisateurs peuvent faire l'amalgame. Oui, bien sûr. C'est ça qui est encore plus compliqué puisque c'est pas une vente complexe en soi. Les cycles de vente ne prennent pas entre 3 et 6 mois. Enfin, ça dépend encore une fois, mais là, en fonction des datas, c'est pas entre 3 et 6 mois. Par contre, c'est une vente complexe parce que, comme tu viens de le dire, tu dois en même temps vendre HubSpot. Donc, tu dois en même temps dire à la personne HubSpot, c'est facile à utiliser, mais tu dois également vendre les services de l'agence. Et tu vois, une des complexités, c'est si moi je suis client aujourd'hui, il y a une agence comme ça qui vient me voir en me disant, OK, il y a de la double vente. Et je veux dire, si HubSpot est facilement utilisable, pourquoi j'aurais besoin d'une agence qui m'aide à le mettre en place? Et tu vois, c'est un petit peu un discours contraire. C'est que si l'UX est suffisamment bon, il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de people derrière. Et c'est pour ça qu'également en termes de growth, je suis beaucoup plus sensible à des boîtes qui font du product-led growth où le produit parle, entre guillemets, hein, avec d'outils, parle de lui-même pour que les gens l'utilisent de façon très simple. On va dire par exemple Spendesk, Aircall, même HubSpot en lui-même sont des boîtes qui ont mis en place le product-led growth. Mais pour moi, c'était très compliqué de dire à un client, de dire à un lead, OK, vous allez utiliser HubSpot parce que c'est très facile à utiliser, mais également, vous pouvez compter sur nous puisque vous pouvez vous poser des questions. Et là, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est une vente complexe puisque tu dois vendre les deux. HubSpot plus l'agence. Oui, effectivement. Effectivement. En tout cas, tu vois, pour moi, donc le framework A, ça va être l'acquisition, ça va être la première fois où un utilisateur va découvrir, entendre parler de Copernic. Oui. Donc, imaginons, hein, moi, je dis n'importe quoi, hein. Je suis un patron, j'ai une équipe, j'ai 2 télépros avec 2 sales, tout est sur Excel. Je me rends compte que ça ne va pas parce que du coup, on fait mal nos relances. Et ça fait longtemps que je cherche un CRM. Je tombe sur une landing de Copernic qui te dit nous, on vous aide à aller sur HubSpot. Le mec, ça fait plusieurs fois qu'il entend parler de HubSpot. HubSpot, il a quand même une très, très belle réputation. Il remplit un lead sur sa landing. Ça te semble un scénario C'est très bien et c'est ce qui me fait penser également à toute la partie intent. C'est intent-based marketing, c'est là tu viens d'utiliser un élément contextuel. C'est-à-dire que tu as dit que la personne cherche depuis longtemps comment optimiser sa plateforme et donc il est en recherche active. Donc c'est aussi le rôle et c'est pour ça que j'aime énormément HubSpot parce que c'est eux également qui ont mis en place tout le système de inbound marketing. C'est que grâce à l'inbound et grâce au content,
moi, utilisateur, je vais pouvoir aller me documenter, je vais pouvoir aller vraiment monter en compétence rien qu'avec le content sans forcément parler à une personne. Et une fois que je suis suffisamment mature, là, je peux joindre l'équipe commerciale pour faire une démo. Alors, en théorie, c'est un super enjeu. En théorie, si tu fais ça, tu as 90% de closing. Par contre, il faut savoir que, HubSpot, c'est bien que ça soit génial, ben, c'est pas les seuls sur le marché. Il y a également Salesforce qui se met beaucoup en ce moment et depuis des années à faire également du content. Également, en termes d'agence, Copernic ne sont pas les seuls à faire ça, même si chaque agence a sa propre démarche, a son propre brand, etc. On n'est pas les seuls. Donc, comment en fait tu vas pouvoir te distinguer de l'ensemble? Et c'est aussi pour ça que tu me parlais de marketing. Moi, le marketing, c'est essentiellement comment je vais créer un brand, comment je vais créer ma marque pour pouvoir me séparer et me distinguer de l'ensemble de mes concurrents. Alors, je suis mille fois d'accord avec toi, et d'où l'intérêt de trouver son product market fit, puisque du coup, dans les 3 cas que tu m'as cités tout à l'heure, donc il y a le premier, il est sur Excel, il voudrait aller sur HubSpot. Le deuxième, il utilise un petit peu HubSpot et il voudrait aller plus loin. Donc ça, moi, je pense que je suis en plein dedans. Moi, Oui. aujourd'hui, j'utilise HubSpot. Et en gros, quand tu prends un rendez-vous chez moi, j'ai HubSpot qui est lié avec mon Calendly et Zoom. Et pour l'instant, voilà. Et je prends et dans ma fiche HubSpot, je mets des notes. Point barre. Et Et tu vois, tu le, as dit quelque chose de très important, excuse-moi de te couper, c'est si tu utilises HubSpot, tu n'as pas besoin de Calendly. ouais, alors que moi, j'utilise Calendly parce que j'utilise Calendly et que je n'ai pas forcément envie de migrer. Et c'est là où je voulais en venir à Copernic. C'est là où je pense que effectivement, HubSpot, c'est simple et c'est présenté comme simple. Mais moi, par exemple, je, je pense que la proposition de valeur qui peut me faire discuter avec Copernic, ça va être JB, on fait un call, tu vas m'expliquer ce que tu fais sur HubSpot et nous, on va tout migrer. Voilà, plus Calendly, c'est nous qui allons t'écrire le processus. Ça coûte tant et tu n'as pas besoin de te soucier de quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin d'échanger avec le support HubSpot parce que, OK, HubSpot, c'est intuitif. Quand tu vas vouloir migrer, etc., il y a forcément des moments où il y a des choses qui Bien sûr, vont… ça peut être Voilà, complexe. on le sait tous. Et pour moi, la valeur à ajouter de Copernic, elle peut être là. Et si je reviens sur le framework R là-dedans, l'activation, ça va être le fameux call que l'on va avoir où je vais partager mon écran, où tu vas voir mon HubSpot et où, à mon sens, là, tu vas identifier mes problèmes Oui. puisque je vais t'ouvrir les portes de ma boîte. Donc, tu vas voir combien on est, les choses que l'on fait mal. Et à mon sens, à partir du moment où Copernic a compris ce que je faisais mal, vous allez être capable, en tout cas, je vais devenir un lead très chaud. Et soit tu vas être capable de me transformer en revenu, soit tu vas m'embarquer dans une campagne de rétention où là, tu vas continuer de m'apporter de la valeur régulièrement jusqu'au moment où je sois prêt pour en finir avec le referral. Alors, Enfin voilà, moi, c'est ma vision. Et si tu veux, pourquoi je rebondis sur ça, c'est que moi, c'est comme ça que j'aurais mis en place. Et mode agence ou mode SaaS, je n'ai pas la prétention de dire que du coup, je ne vois pas où est le problème, là où toi, tu as vu un problème. Mais je me dis que le framework R, il peut être utilisé comme ça en mode agence. Et du coup, je voudrais avoir ton avis sur les problèmes que toi, tu as rencontrés que moi, je ne connais peut-être pas. alors, déjà, tu as raison. Euh, Après, il y a, enfin, pour moi, le sujet de l'activation, c'est pas le sujet le plus crucial, c'est pas le sujet le plus difficile. Parce que l'activation, ça veut dire que déjà, la personne a accepté de te parler. Si t'es un bon sales, c'est que tu es suffisamment curieux sur son business et que justement, tu as fait tes devoirs, tu sais à qui tu parles et tu sais comment créer un dialogue. C'est pas le plus compliqué. Pour moi, le plus compliqué, c'était vraiment sur la partie acquisition, demande gen. C'est comment aujourd'hui on envoie tous des emails, quelle que soit la boîte dans le monde entier, toute la partie email, tout le monde en envoie. C'est aussi pour ça que des boîtes réussissent très bien, telles que Lemlist, qui eux prennent le revers de les médailles en disant ok, vous envoyez des emails, mais concrètement, on peut vous apprendre à justement rentrer mieux en contact avec eux. Et justement, pour moi, c'est la partie acquisition qui était la plus compliquée.
c'est comment et c'est là aussi, tu vois, où le growth marketing doit être là pour inventer des manières différentes que de rentrer en contact que simplement par un cold email. Euh, c'est ça. Pour moi, le problème n'était pas sur de l'activation, il était sur de l'acquisition. Une fois que tu as vu ton ICP et ton buyer persona, comment tu vas rentrer en contact avec eux, mais rentrer en contact de façon différente et de façon suffisamment intelligente pour que directement tu puisses faire la différence. Aujourd'hui, si tu rentres sur le marché simplement en faisant du cold email, moi, après, c'est ma façon de penser. Hein. Pour moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Parce que la personne, tu ne la connais pas forcément, à part si tu as les datas. Et là, justement, le growth travaille beaucoup ou pourrait beaucoup travailler avec le CSM. Puisque si le CSM a bien fait son travail, cette collaboration-là fait en sorte que les datas du CSM soient redonnées au growth marketing qui duplique les audiences. Et là, en fait, il n'a même plus besoin de réfléchir, entre guillemets, puisqu'il duplique les audiences, il duplique les paies, il duplique les discours, il duplique énormément de choses. Donc, il y a aussi cette relation entre le growth et le CSM. Mais pour moi, le plus compliqué, c'était vraiment toute la partie acquisition. Ensuite, activation, oui, en termes d'agence, si tu vas là-dedans, c'est une fois que tu as discuté et que tu ouvres le dialogue avec la personne. Mais même si le dialogue a déjà été ouvert, au moment où tu as reach, au moment où tu as essayé d'atteindre la personne. Donc, activation-acquisition, ce n'est pas aussi clair que ça, pour moi. Ensuite, la partie referral. Alors, pour moi, hein, referral, ça veut dire que la personne est déjà client, parce que sinon, ça s'appelle du nurturing et du scoring. Mais si la personne est déjà client, comment je vais pouvoir développer un NPS suffisamment élevé, une relation suffisamment personnalisée pour que je puisse, entre guillemets, me servir de ce client-là pour qu'il devienne mon ambassadeur et qu'il devienne également mon apporteur d'affaires. Donc pour moi, le referral, c'est une fois que j'ai closé la personne, une fois que j'ai bien développé la relation avec lui, comment je vais m'en servir pour qu'il devienne également mon ambassadeur et qu'il m'aide à faire encore plus de chiffres grâce à son appui à lui. Et ensuite, en fonction de ça, il y a la partie revenu. Mais dans ton discours, et j'ai bien aimé, mais dans ton discours, ne pas confondre en fait la partie lead nurturing / lead scoring, où là, la personne, elle est toujours en lead, elle n'a pas accepté d'acheter la solution parce qu'à un instant T, elle pense qu'elle n'en a pas besoin. Donc là, comment je vais la nurturer avec un système d'inbound pour justement la monter en compétence et lui montrer effectivement qu'elle aurait besoin du service adapté à son contexte pour croître encore plus rapidement. Mais ça, c'est du lead nurturing et c'est plus du referral. Ça, pour moi, c'est la rétention. Et oui, mais pour moi, le referral, la partie rétention, elle est là. Non, pour moi, le lead nurturing, c'est la rétention. Et oui, mais non. Parce que la rétention, c'est au moment où tu as closé, tu retiens un client. En fait, pour moi, il y a deux types. Alors, je suis d'accord. Pour moi, il y a deux types de rétention. Il y a la rétention qui va augmenter ton lifetime value, donc tu vas continuer de prendre de l'argent à ton client. Oui. Et la rétention, à partir du moment où tu as activé un client, c'est entre l'activation et le revenu. Ok. Alors, déjà, premier point. Tu as raison, c'est ce qu'on appelle du nurturing. Alors, premier point, déjà, pour moi, le but, c'est pas de prendre de l'argent au client. Pour moi, le but, c'est vraiment continuer à prodiguer de la valeur pour le client pour qu'il soit encore plus satisfait du service et que ça l'aide vraiment à se développer dans son quotidien de tous les jours. Le but, c'est pas de lui prendre de l'argent, c'est de continuellement trouver des moyens pour lui créer de la valeur. C'est aussi pour ça, par exemple, que HubSpot a créé, ou qu'il y a beaucoup de boîtes avec Agicap, par exemple, ou que Spendesk, avec leur CFO Connect, disent, OK, la personne a acheté notre service, mais notre volonté, c'est que cette personne soit continuellement satisfaite du service qu'on lui apporte pour que justement, elle puisse recommander à ses pairs. Oui. Et après, il y a plusieurs définitions. Moi, ma définition, c'est que l'activation, c'est au moment où j'ai quasiment closé le deal. Et au moment où j'ai quasiment closé le deal, cette partie-là, je la donne ensuite à toute la partie CSM, où le but du CSM, c'est de vraiment développer cette relation, de nurturer la relation client.
Par contre, si le lead est toujours un lead, alors là, il reste dans les phases amont, c'est-à-dire entre le marketing et le sales. C'est-à-dire que le marketing va créer un ensemble de systèmes pour continuer à éduquer la personne et le sales va se tenir à jour avec le lead pour qu'au moment où le score est suffisamment haut, le sales appelle le lead et, entre guillemets, lui vend la valeur pour l'aider à se développer encore plus rapidement. Donc, c'est pour ça que je te dis, le funnel art, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de définitions. Il n'y en a pas une seule. Il y a définition de structure, il y a définition en termes de business model. Mode SaaS versus mode agence, pour moi, ce n'est pas la même chose. Et tu es en train également de le prouver, puisqu'on discute et on a deux définitions différentes. Et ces deux définitions qui sont complémentaires. Exactement. Et du coup, est-ce que tu veux bien nous parler de l'acquisition? Parce que du coup, si j'ai bien compris, le gros problème que vous avez rencontré chez Copernic, c'était l'acquisition. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pour essayer d'augmenter cette acquisition? Déjà, c'est revoir toute la partie data en termes de data de clients. Voir qui sont réellement les clients pour lesquels on a prodigué le plus de valeur. Donc pour moi, c'est vraiment l'acquisition travaille directement et en étroite collaboration, aussi bien avec les consultants, s'il y a des consultants internes, ou avec le CSM, qui lui-même, son principal rôle est de connaître le client et de pouvoir avoir l'ensemble des datas de ces clients-là. Donc pour moi, le principal enjeu, mais je ne parle pas forcément de Copernic parce que je ne pourrais pas en parler beaucoup en détail, mais c'est l'ensemble des boîtes, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est monopolisé sur toute la partie outbound, sur toute la partie inbound, sur toute la partie referral, mais je pense que le premier travail réellement, et c'est basique ce que je dis, mais il y a très peu de boîtes qui le font encore aujourd'hui, c'est réellement voir les datas en termes d'audience pour faire le mécanisme du lookalike audience. C'est-à-dire que je vais dupliquer mon audience en fonction des clients qui ont représenté le plus de lifetime value et pour lequel j'ai le plus prodigué de valeur. Une fois que j'ai bien compris ça, là ensuite, je vais utiliser toute la partie référol. Par exemple, chez Ikigai, donc moi, c'était ma boîte, 50% de mon acquisition se faisait par des entrepreneurs qui nous recommandaient. 50%. Donc, nous, c'était réellement ça. Et moi, je suis vraiment un partisan de toute la partie création de communauté. Parce que justement, ça rend le lien encore plus sociable. Et ensuite, tes clients ne deviennent pas forcément tes amis. On n'est pas sur Facebook, LinkedIn ou autre chose. Mais tes clients, tu as encore plus de relations avec eux. Et plus tu as de relations avec eux, plus c'est facile ensuite de faire l'acquisition. Donc, l'acquisition se fait essentiellement grâce aux data et à dupliquer des audiences qui ont déjà fonctionné dans le passé, en fonction des contextes. Deux, c'est en fonction de ces datas-là, comment je vais aller chercher ces nouvelles personnes-là. Alors, comme je le disais, par le referral, ça peut également être par LinkedIn, par la création d'événements. La création d'événements, ça permet également, c'est un super moyen pour créer du lien, puisque le but en termes d'acquisition, c'est vraiment de passer de je te connais pas, je connais pas ta valeur, à je comprends ce que tu fais, ça m'intéresse de discuter avec toi. Le but de l'acquisition, c'est pas de closer. Le but de l'acquisition, c'est de créer un lien quasiment personnel entre toi, ta marque et le lead qui pourrait avoir besoin de ton service. Donc ça, c'est toute la partie création de webinaire. Ensuite, webinar, entre parenthèses, c'est pas parce que le premier webinar ne fonctionne pas que tu t'arrêtes. Donc, c'est vraiment, tout ne vient pas comme ça. C'est même les webinars aujourd'hui, si on voit des webinars tels que Growth Tribe, il ne faut pas oublier que Growth Tribe, ça existe depuis des années, qu'ils ont perfectionné tout leur système de webinars et qu'à l'heure d'aujourd'hui, si ça fonctionne bien, c'est parce qu'il y a un brand qui est là, ils se sont bien positionnés sur le marché, ils ont fait beaucoup de tests. Et donc aujourd'hui, quand ils font un webinar et qu'il y a à peu près 2000 personnes inscrites, ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils ont pu le créer. Donc, c'est beaucoup d'efforts. Ensuite, c'est du cold. Alors, du cold call, moi, je sais que j'aime pas forcément trop en faire,
Mais c'est du call-call, c'est tout simplement prendre son téléphone et appeler des gens. Et ça, tu peux également quelquefois l'automatiser. Et également toute la partie call d'email. Mais Et encore une comment tu fois, l'automatises alors? Comment tu l'automatises alors, le call call? alors le call call au début, parce que pour moi, il y a deux parties. Il y a le call call où la personne répond, là, bah, tu vas pas l'automatiser. Le but, c'est vraiment de créer le discours. Mais j'ai vu également beaucoup de sales rappeler des gens et tomber toujours sur la messagerie vocale. Concrètement, automatiser la messagerie vocale, c'est faisable aujourd'hui. Mais c'est faisable qu'à partir du moment où que les sales ont pu repérer que le message vocal qu'ils envoyaient avait un bon taux de réponse. Une fois que tu as ça, par exemple, tu as un voicemail inbox qui existe et sur lequel tu peux automatiser ta voix. Et après, donc là, c'est un ensemble de process que tu mets en place pour justement atteindre la personne et lui parler. Sachant que le but, c'est pas de vendre à la personne. Le but, c'est comme tu as dit, c'est de découvrir son besoin, découvrir son contexte et voir s'il y a potentiellement un lien entre ce dont il aurait besoin et le service que tu peux lui prodiguer. Et on l'oublie souvent. On pense que l'acquisition, c'est je dois closer la personne. Oui, le but final, c'est de closer la personne, mais le but initial, c'est réellement créer le lien. Et c'est pour ça que je fais la distinction entre les bons sales, eux qui prennent le temps de faire les devoirs, de connaître réellement la personne avant même quasiment de lui parler, d'interagir quelquefois avec eux via LinkedIn, qui est un super outil aujourd'hui pour créer du lien, et les gens qui sont simplement concentrés sur la personne, il faut que je la close. Les gens qui sont concentrés sur la personne, il faut que je la close en termes d'email, ça se sent directement. Et aujourd'hui, on arrive à une volumétrie d'email où aujourd'hui, quand tu reçois un email, une fois sur deux, tu as tendance à le mettre en spam. Donc aujourd'hui, pour moi, le but du growth marketing, on revient au sujet initial, c'est de trouver des moyens intelligents qui n'ont peut-être pas été explorés encore jusqu'à aujourd'hui pour créer du lien et faire en sorte que ce lien se concrétise dans une relation d'affaires. C'est pour ça qu'au départ, je t'ai dit que j'ai travaillé avec des grands comptes, etc., sur des fonctions transverses pour réellement comprendre comment ça se passe en finance, comment ça se passe en produit, comment ça se passe en marketing, pour que justement, aujourd'hui, moi, en termes de growth marketer, je peux être à l'aise à travailler avec des fonctions transverses, puisque le growth, ce n'est pas une seule personne dans l'entreprise qui porte la mission de croissance, mais pour que la mission de croissance fonctionne, il faut que toutes les parties prenantes à l'intérieur de l'entreprise puissent porter la même mission. Et donc, c'est un gros enjeu pour toutes les boîtes de faire de l'acquisition aujourd'hui et de savoir comment ils doivent le faire bien. Et pour moi, il y a une boîte que j'aime beaucoup parce que j'interviens et je discute beaucoup avec les équipes, c'est Lemlist. Pour moi, Lemlist, ils ont compris. Ils n'ont pas cherché à construire une boîte telle que Outreach, mais ils ont réellement pris le pli de dire, OK, il y a un problème sur le marché en termes d'acquisition, et aujourd'hui, on va utiliser du contenu pour montrer aux gens que c'est possible de rentrer en contact juste parce qu'on a envie de rentrer en contact et pas forcément parce qu'il y a un but commercial derrière. Oui. Et eux, ils ont énormément travaillé le côté communautaire. Pour moi, je suis partisan de ce côté-là. Parce que justement, si tu arrives à créer une communauté et que les gens te recommandent, ça veut dire que tu as créé un produit, tu as créé un service, tu as créé une marque que les gens aiment et dont les gens se reconnaissent. Donc, si j'avais aujourd'hui la possibilité de choisir entre trois canaux d'acquisition, même si c'est très utile de mixer l'inbound, l'outbound et la partie référol, s'il y en avait un sur lequel je fais du double down et j'investis, c'est la partie communauté, la partie référol, effectivement. OK. Et donc, si on prend l'exemple de EduSign, oui. Comment une boîte comme EduSign, du coup, EduSign, ils font quoi? Ils aident les centres de formation à faire signer à distance les documents administratifs, c'est un peu ça? Oui, ils ont créé une plateforme qui permet aux organismes de formation, mais également aux universités d'entreprise qui font elles-mêmes de la formation, de rendre le processus de signature, le processus de formation en lui-même beaucoup plus simple.
Et donc de couper et de réduire par 50% quasiment tout le travail administratif que les personnes qui font de la formation ont à faire. Parce que moi, de ma fenêtre, je ne connais pas EduSign et je me dis, une fois que tu arrives à identifier des codes APE ou des websites qui contiennent le mot centre de formation, des profils LinkedIn, tu te crées une énorme campagne d'outbound. Tu trouves ta proposition de valeur, tu as cherché ton product market fit, ta proposition de valeur, ça va être peut-être terminer les papiers ou, enfin, je vais aller loin, mais supprimer un salaire avec la secrétaire qui passe du Oui, temps à faire signer des papiers, par exemple. Tu trouves l'accroche qui marche un peu plus que les autres, tu la mets en gros sur une landing, tu mets un lead magnet avec un exemple ou une vidéo ou un call, un Zoom, ce que tu veux. oui. Tu as tes leads chauds. Derrière, tu les embarques dans une campagne de rétention, de nurturing avec une séquence email où tu leur continues de leur apporter de la valeur jusqu'à ce que tu aies un rendez-vous de closing et normalement, bah, Bien sûr. tu signes quoi. Alors, encore une fois, pour moi, le but de toutes ces solutions-là, c'est pas d'enlever l'humain, hein. C'est vraiment d'aider l'humain à mieux performer. Par exemple, la secrétaire, moi, pour moi, le but de la secrétaire, c'est pas de signer des papiers. Le but de la secrétaire, c'est aussi de contribuer à toute la partie culture d'entreprise. Et donc, pour moi, c'est comment tu vas aider la secrétaire à rendre des tâches répétitives, ben, quasiment à les réduire, voire à les éliminer, pour qu'elle-même puisse se concentrer les sujets, sur les fonctions, sur les opérations pour lesquelles elle a le plus de valeur en termes d'humain, en termes de sentiments, en termes d'émotionnel. Donc pour moi, toutes les boîtes aujourd'hui qui font du SaaS, elles n'ont pas le but d'enlever l'humain, mais elles ont le but de rendre l'humain encore plus performant en enlevant et en automatisant des tâches répétitives. Et ça, c'est déjà le premier. Que ce soit du Workday, que ce soit du EduSign, que ce soit du Salesforce, etc. Pour moi, le but, c'est des plateformes qui rendent l'humain encore plus performant au quotidien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les gens les achètent. Et la secrétaire est une personne également qui a un fort pouvoir d'influence auprès des directions générales. Alors, Donc, j'allais y venir justement. J'allais te dire, ça dépend par qui tu rentres. bien Si sûr, tu veux rentrer effectivement par la secrétaire, c'est sûr que si tu lui dis on va supprimer ta secrétaire, tu te tires une balle dans le pied. Ça me fait penser à une grosse boîte qui vend tout ce qui est accessoires, les stylos, etc. Et où en fait, avec le catalogue, à chaque fois, ils offrent des outils qui n'ont rien à voir avec la boîte, une cafetière, parce qu'en oui. fait, ils ont compris qu'il fallait séduire la secrétaire. Bien sûr, mais également sur la partie direction générale, c'est-à-dire que la secrétaire, elle n'est pas là par hasard, elle est là parce que elle a été le fruit d'un recrutement. Et le recrutement, essentiellement pour la secrétaire de direction, c'est parce que la personne de la direction a donné son aval pour avoir cette secrétaire-là. Bref, on ne va pas rentrer sur les débats de secrétaire, etc. Mais j'ai eu de très, très bons rapports avec elle ou avec eux chez Continental. Et c'est vraiment un allié, un allié. Ensuite, effectivement, ce que tu dis, c'est très intéressant, très important. Et d'ailleurs, quand je t'ai parlé de Miro, c'est là où je mets tout mon process. Mais également, la partie expérimentation qui dit expérimentation dit que bah, tu ne sais pas en fait. Tu connais les actions, mais peut-être au début, si tu ne l'as pas tenté pour l'instant et que tu veux le tenter pour la première fois, ben, tu ne connais pas en fait le résultat attendu. Tu peux te dire, je veux faire cette action-là pour atteindre tel chiffre, mais c'est ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, c'est que peu importe ce que tu prévois, c'est jamais réellement ce que tu obtiens à la fin. Plus, plus ou moins, mais c'est jamais réellement l'ensemble. Donc, par exemple, chez EduSign, oui, ils ont compris. Ils ont compris qu'il y avait un réel problème et que ben, les tâches administratives, elles pouvaient être réduites et automatisées. Donc là-dessus, eux, ils sont très très bons puisqu'ils ont pu sécuriser une niche qui sont les organismes de formation. Donc là, c'est les ASIP, donc ça, c'est les sociétés en elles-mêmes, mais également les bailleurs personnels qui sont les responsables de ces organismes de formation-là. Et aujourd'hui, grâce à ça, ils ont sécurisé une niche, plus ils arrivent à créer une communauté avec des gens qui leur ressemblent. Mais c'est Udison a fait ça, CFO Connect a fait ça, Ajika Pisking, c'est pareil. Et en fait, plus tu as une niche qui est sécure, plus la partie communauté et la partie référale est, entre guillemets, facile à obtenir.
même si, on le sait, rien n'est facile à obtenir et tout mérite de travail. Ok. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de Miro? Parce que c'est un outil que je ne connais pas du tout et ça fait plusieurs fois que tu m'en parles et tu as l'air d'adorer cet outil. Oui, Euh, je ne le connaissais pas, donc c'est écrit miro.com. Je suis dessus, je vois que exactement. c'est des templates marketing. Comment tu l'utilises? Ah ben, je l'utilise de plusieurs façons. La première fois, tu rentres dans Miro et c'est un tableau blanc. Donc, et c'est aussi pour aider les équipes pour travailler, surtout en remote, pour travailler les uns avec les autres. Moi, je l'utilise. Par exemple, là, en ce moment, j'ai créé un ensemble de contenus pour tous les growth marketeurs qui décideraient de prendre leur job de growth marketer pour la première fois. Par exemple, ma copine aujourd'hui est passée de business owner, donc de Californie, à growth marketer dans une boîte qui est superbe à Paris. Mais c'est la première fois qu'elle fait ça. Donc moi, aujourd'hui, j'ai pris Miro et je travaille sur toute la partie contenu, aussi bien sur la partie process que sur la partie, par exemple, je fais beaucoup de benchmarks au niveau des concurrents ou même au niveau de la communication. Et tout ce que je vois, je le mets sur Miro. Et je pourrais te partager également le lien de Miro pour voir si ça peut t'intéresser de contribuer. Et donc ça, c'est ce que je dis à ton audience également, c'est que les gens qui seraient intéressés, ben, qui peuvent me contacter pour qu'on contribue tous ensemble à la création de ce Miro-là. Mais c'est un tableau blanc que tu utilises de manière quotidienne. Ouais, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Et concrètement, tu utilises, parce que je vois qu'ils ont des templates, par exemple, user persona template, Ouais. des choses comme ça. Je ne Tu l'utilise utilises pas. des templates? Non. Ok. Je rentre dans Miro, tableau blanc. Alors, c'est très utile d'avoir ça, ce que tu viens de dire en termes d'exemple. Mais moi, quelquefois, je sais directement où je veux aller. Et par exemple, si j'ai un process à mettre, etc., ben, je prends une feuille blanche et je design tout mon process. Et je mets tout mon process sur Miro. Je le teste et au fur et à mesure des tests, j'améliore ce process-là. Et ça, je le fais directement via Miro. Donc, en fait, en Miro, une phrase, c'est un tableau blanc que tu utilises et que tu customises en fonction de ton contexte. Ok, parce que moi j'utilise Whimsical qui fait tout ce qui est mind map, flowchart, Ouais, j'en etc. ai entendu parler. Après, pour moi, mind map, il faudrait que je me penche plus dessus, mais c'est pour moi plus complexe. C'est-à-dire D'accord. que ben, tu as des exemples et pour moi, rien que de dire mind map, pour moi, c'est assez complexe. Je voulais utiliser un outil qui est simple et un outil qui me permet de faire ce que je veux. Ok, Donc, Miro, aujourd'hui, c'est ce que j'utilise. Ouais. Surtout que tu peux ok. l'intégrer à beaucoup, beaucoup d'outils. Tu peux l'intégrer à du Notion, tu peux l'intégrer à du Google Drive, tu peux l'intégrer à n'importe quel outil sur le marché. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres outils comme Miro que tu utilises vraiment souvent qui pour toi la vie serait dure si tu les avais plus? LinkedIn, pour moi, c'est vraiment le seul réseau social sur lequel je capitalise parce que le network effect, je le vois vraiment, c'est que plus tu te connectes avec des gens, ben, plus c'est riche et plus tu peux découvrir d'autres personnes, sachant que moi, je suis encore une fois sur les US et la France. Donc, pour moi, c'est très utile de l'utiliser. Ensuite, j'utilise ben, forcément Slack. Ok. Ça, je pense que voilà. Après, Notion. Et puis après, tous les services de vidéocaméra, de vidéo tels que alors, j'utilise pas Zoom, j'utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup Livestorm. Tout simplement parce que, un, ils sont français, je les connais, et puis leurs produits, j'aime beaucoup, beaucoup plus intuitif pour moi que Zoom. Voilà. Après, forcément, Lemlist, HubSpot. Mais dans ma vie de quotidien, même en vacances à l'heure d'aujourd'hui, ce que j'utilise essentiellement, c'est Miro, c'est Livestorm et c'est Miro, Livestorm, LinkedIn et Slack. Ok. Et Notion, alors je suis désolé, je le prononce à l'américaine alors que je parle tout le temps, je ne sais pas Non, pourquoi. Notion, c'est bien. Ok, tu l'utilises dans quel contexte? Ben, par exemple, Notion, je l'ai beaucoup utilisé chez Copernic dans toute la partie culture d'entreprise. Ça te Ok. permet vraiment de mettre ta culture, d'écrire ton manifeste, d'écrire ta culture, de partager aussi beaucoup de contenu avec tes autres collègues. C'est un outil en fait que tu utilises
pas seul. Enfin, moi, je l'utilise pas seul. Je l'utilise comme outil social. Ok. Donc, voilà, que ce soit Miro ou Notion, je pense qu'ils ont vraiment percé les marchés parce ils se développent comme facteur de travail collaboratif. Si tu es tout seul, tu vas pas utiliser. Pour moi, je n'utiliserai pas de la tech, j'utiliserai mon papier, mon stylo et c'est fini. Par contre, à partir du moment où tu as des équipes qui sont décentralisées et vous êtes à des endroits différents, là, effectivement, il faut repenser les choses d'une manière différente et utiliser des outils qui peuvent te permettre de créer du lien et créer une meilleure culture entre vous. Donc, c'est pour ça que j'utilise Miro et Notion. Ok. La dernière question que je voudrais te poser, dans le nouveau poste que tu vas prendre, Ouais. quelle est pour toi la première chose ou la chose prioritaire qu'il faut absolument que tu mettes en place en tant que growth? Alors, il y en a deux. La première chose, c'est le people. Enfin, je l'ai vu dans des entreprises où même si le business fonctionne, mais que personne ne te connaît, entre guillemets, t'es un freelance. Alors, moi, je kiffe hein, quelquefois être freelance parce que justement, tu peux vraiment focus sur le parti business, mais moi, c'est la partie people. C'est vraiment rentrer en relation avec eux et dialoguer avec eux. Donc, en Et gros, tu vas créer ton propre branding ou ta propre ouais, campagne de growth à l'intérieur de la boîte. ouais. Parce qu'encore une fois, le growth, c'est pas seulement une seule personne. Il faut que tout le monde puisse comprendre à quoi sert ton métier. Et pour qu'ils puissent comprendre, tu vas pas leur envoyer des contenus si tu les as en face, c'est que tu vas tout simplement revenir à des choses basiques, telles qu'aller déjeuner avec eux, prendre des cafés avec eux, comprendre déjà eux, c'est quoi leur métier, comment ils le font, et vraiment créer du lien. Et plus tu vas créer du lien avec eux, plus tu vas pouvoir vraiment avoir des actions qui fonctionnent. Parce que c'est ce que j'ai appris également dans le growth, c'est qu'avec même avec la meilleure motivation, détermination du monde, il va y avoir des expérimentations que tu vas rater. Si tout le monde t'attend, mais personne ne te connaît et que la première action que tu fais, tu la rates, ben, tu peux te dire que ton job, tu ne vas pas l'avoir longtemps. Par contre, si tu connais les gens et ils apprennent à te connaître, non pas toi, Tarak, growth marketer, hein, mais Tarak, vraiment personne, individu, et que tu collabores avec eux, ben, si tu échoues en groupe, tu échoues en collectif. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je rejoins cette boîte aujourd'hui. Je leur ai dit directement texto, je rejoins votre boîte et je resterai avec vous que si vous me montrez qu'il y a une culture d'entreprise et que chacun peut travailler avec l'autre. Si chacun est dans son coin, dans ce cas-là, je préfère être freelance et gagner 10 fois mieux ma vie, quoi. Donc, pour moi, c'est la partie people. La deuxième partie, c'est la partie data. Tu ne peux pas rentrer dans une boîte, puisque au début, ce qu'on attend de toi, ce n'est pas forcément que tu sois dans l'opérationnel. Ce qu'on attend de toi, pour moi, hein, dans ma pensée, c'est que tu puisses comprendre au mieux le contexte. Donc, je m'appuie sur le people, mais je m'appuie également sur la partie data. Quelles sont les datas? Quelles sont les datas financières? Quelles sont les datas en termes de clients? Et que tu puisses, entre guillemets, même si j'aime pas forcément ce terme, faire un mini-audit. Tu rentres dans une boîte, tu as besoin de comprendre le contexte avant d'être acteur de la boîte. Si tu deviens acteur de la boîte sans vraiment la comprendre, tu vas donner des théories. Et dans ce cas-là, tu peux être prof, mais tu n'es pas dans l'action. Et donc, pour moi, c'est data et people. Et forcément, qui dit data et people dit également process. Donc pour moi, une boîte aujourd'hui qui réussit, elle se repose sur ces trois piliers, data, people, process. Donc les premières actions que je ferai seront de toucher à ces trois mécanismes-là. Ok, donc vraiment, avant même d'envisager mettre en place quoi que ce soit, c'est grosse découverte de l'environnement, quoi. Oui, oui. Mais pareil, hein, quand tu rentres chez un client, tu rentres jamais, le client te fait jamais rentrer s'il a compris que t'avais pas compris son process ou son contexte. Hein. Pour moi, les meilleurs sales à l'heure d'aujourd'hui ou les meilleurs marketeurs qui rentrent vraiment dans les boîtes, c'est les gens qui ont fait comprendre à leur audience, je vous ai compris. Et de manière contextuelle, c'est pas juste je vous ai compris. C'est je vous ai compris parce que je sais avant même de vous parler qui vous êtes, ce que vous faites, depuis quand vous êtes dans la boîte. Aujourd'hui, votre conjoncture économique en termes de boîte, elle se retrouve ici. Il faut vraiment, vraiment faire son devoir, quoi. Donc pour moi, le meilleur sales ou même le meilleur employé, même si le mot meilleur est pour moi un peu bullshit, c'est fais tes devoirs. Tu rentres dans un environnement, tu veux rentrer chez un client, tu veux rentrer dans une boîte, tu fais tes devoirs et à toi de voir et à toi de montrer à la personne et de lui faire comprendre sans le lui dire, je vous ai compris.
À partir du moment où la personne en face a compris que tu l'avais compris, elle te donnera tout ce que tu veux. Oui, je suis vraiment d'accord avec ça. Ok, très intéressant. Tu vois, j'ai une image, je ne sais pas si ça va te parler, mais en gros, c'était quelqu'un qui m'expliquait la différence entre le médecin et le pharmacien. Bien sûr. Le médecin, bah, c'est lui qui te diagnostique, donc c'est lui qui trouve ton problème. Et il t'envoie chez le pharmacien qui, en réalité, est celui qui te donne le remède. Au final, celui qui te soigne, c'est le pharmacien. Oui. Et dans la tête des gens, bah, c'est le médecin qui te soigne parce que c'est lui qui a trouvé ton problème. Oui. Et on m'a appris, fais comprendre à ton client que tu as trouvé son problème et derrière, il se rappellera que c'est toi qui l'as aidé à régler son problème. Même si au final, ce n'est pas toi qui lui apporte la solution finale, ça reste très important de montrer à quelqu'un que tu as compris ses problèmes. Écoute, Tarak, on a été un peu plus long que ce que j'avais imaginé. J'ai adoré cet échange. C'était complètement Moi aussi. différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Merci. J'ai passé vraiment un bon moment avec toi. J'espère Pareillement. que c'était réciproque. Ben, tant mieux. Moi, j'ai passé un très agréable moment avec toi. Vraiment. J'en fais pas beaucoup, mais voilà. Merci. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Puis je te dis à très vite. À très vite. Bye bye. Au revoir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode des interviews Gross. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et ou un commentaire. De 1, ça va me faire vraiment plaisir. Et de 2, grâce aux algorithmes de YouTube, ça permettra à d'autres personnes comme toi d'écouter ce podcast. Sache que je réponds à tous les commentaires et à toutes les personnes qui me contactent. Je suis joignable sur LinkedIn, Facebook, Messenger, Instagram. Je réponds à tous les messages et toutes les demandes qui concernent le Gross. Pour être averti en avance des prochains podcasts et des prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à rejoindre mon groupe Facebook Chasseurs de Pro. Tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. J'y balance plein d'informations et des techniques sur le gross, le scrapping et l'acquisition de prospects en B2B. Sur ce, je te dis à bientôt pour un autre épisode des interviews Gross.